Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co pour décrypter l'actu des plateformes de streaming et des séries qui sortent dessus et des plateformes qui servent de plus en plus la vis. Il est loin l'abonnement qui offre tout sans contrepartie avec une myriade de programmes pour pas grand chose. Maintenant, il faut payer plus cher, il y a de la pub et surtout interdiction de partager son compte. Ça c'est mal, c'est pas bien, on le fait plus. Alors, est-ce que c'est une stratégie qu'on peut entendre, nous, consommateurs, un peu tous sont des entreprises avec des objectifs, ou est-ce qu'on se dit, ça y est, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus de ces plateformes, on proteste. On va voir de quel côté penchent mes invités du jour, à commencer par Nora Boisouni. Salut Nora. Salut. Nora, présidente de l'association des critiques de séries. Toujours un plaisir de te recevoir. Idem. On va voir de quel côté tu penches tout à l'heure. En face de toi, c'est Thibaut Gomez-Léal. Salut Thibaut. Salut. Thibaut, chef de la rubrique cinéma et streaming des numériques, fidèle de l'émission aussi. On va voir aussi quel est ton avis. J'espère que tout ça est bien tranché parce que, oui, il y a quand même une exaspération sur les plateformes de streaming. C'est notre débat de la semaine. Jamais 2 sans 3. Donc après Netflix et Disney+, c'est au tour de Prime Video de nous imposer de la publicité. Bon, j'ai gardé que les grandes plateformes principales. C'est en place depuis à peu près une semaine maintenant. On va détailler la formule et le prix dans un instant. Mais avant, je voulais vous poser cette question de but en blanc. Est-ce que vous comprenez, vous, en tant que spécialiste des séries, des plateformes, vous suivez cette actu, l'arrivée de la pub sur la plateforme de streaming d'Amazon? Oui. Oui, bien sûr, tu l'as rappelé, c'est des entreprises privées avec à la fois objectifs et surtout des actionnaires qui sont pas contents quand l'argent ne coule pas à flot sur leur compte en banque et leurs revenus passifs ne sont pas très élevés. Donc évidemment que c'est compréhensible de la part d'Amazon et compagnie de mettre de la publicité, de vouloir augmenter leurs revenus, leurs dividendes, etc. On va pouvoir nuancer après sur ce que ça nous fait à nous, consommateuristes de séries, mais oui, on les comprend. Ça vous surprend pas plus que ça, en tout cas? Surtout que le streaming, la plateforme de streaming sont encore un modèle relativement récent et c'est un modèle qui cherche son équilibre et que toutes ces plateformes de streaming-là perdent énormément d'argent depuis des années et Netflix commence doucement à absorber un peu ses pertes, mais Disney+, Prime, etc., eux, ils ont également énormément de pertes et ils se mettent aussi à ce nouveau modèle-là et ils essayent de trouver ce point d'équilibre entre investissement et revenus. Et du coup, ce que tu disais, Nora, effectivement, c'est que ils aiment aussi gagner de l'argent et pas notamment jeter des milliards par la fenêtre. Je vais poser la question un peu naïvement, puisque tu parlais de Netflix qui l'a fait. Netflix, leur seul business, c'est ça, c'est le streaming. Il n'y a que ça chez eux. Amazon, c'est pas exactement la même chose quand même. C'est un peu comme Disney. Amazon, c'est une énorme entreprise, la deuxième la plus grosse dans le monde en termes de chiffre d'affaires. En quoi est-ce que c'est nécessaire pour cette énorme entreprise de rentabiliser son service de streaming Prime Video avec de la publicité en plus? Est-ce qu'ils avaient besoin de faire ça? Est-ce qu'ils ont besoin? Oui, parce qu'ils aiment, encore une fois, Jeff Bezos aime l'argent. Non, alors après, moi, effectivement, ce n'est pas c'est pas le cœur de métier d'Amazon, qui est, comme tu l'as dit, et ailleurs. Donc, c'est surtout une force, là. Donc après, entre guillemets, il faut fonctionner par branche et par service. Et quand tu vois que ta branche Prime Video perd de l'argent, Amazon, même si c'est une immense société qui a plein d'axes de développement et de financement, ils ont quand même besoin de ne pas voir une partie de leur navire, on va dire, prendre l'eau. Et donc, ils ont quand même besoin d'avoir cette partie-là qui gagne de l'argent, en tout cas qui n'en perd pas. Donc même effectivement, si Prime Video est moins une faiblesse que Netflix ou c'est moins grave si Prime Video perd de l'argent pour Amazon, il faudrait quand même limiter les dégâts, entre guillemets. Il faut que tout soit dans le vert, ça s'entend cet argument? Oui, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que avant Netflix, qu'est-ce qu'il y avait? C'est la lumière fut. Ah, Netflix est arrivé. Netflix vendait des DVD avant, louait des DVD, pardon. Sont arrivés avec du streaming. Tout le monde s'est dit waouh, il y a un coût là-dedans quand même. On va pas être les derniers. Donc tout le monde s'est lancé dans une course effrénée à la production de contenu plus ou moins qualitatif. On était quand même plus sur de la quantité que la qualité. Ouais. Ce qu'on appelle le peak TV, donc cette espèce de climax auquel on est arrivé. Il paraît qu'on redescend un peu. Il y a un peu moins de séries produites qu'avant. Alors, il y a eu la grève aussi des scénaristes, on en a parlé ici, qui a impacté. Mais je pense qu'il y a une décélération. Donc, en fait, Netflix est arrivé avec beaucoup de contenu, avec un monopole de fait. Et puis, tout le monde est arrivé derrière, des entreprises spécialisées dans le divertissement comme Disney, d'autres qui ne l'étaient pas comme Apple aussi, par exemple, ou Prime. Et tout le monde s'est dit, OK, c'est nous qu'on va être les plus forts. Donc tout le monde a mis énormément d'argent, comme tu le disais Thibaut, tout le monde a mis un paquet de pognon là-dedans, sans pour l'instant, c'est ce qu'on fait dès le début, de toute façon on met plein d'argent, puis on voit comment ça marche. Et d'un coup, il y a
plein de sous qui ne font pas de petits. Donc on se dit, mais comment on va faire? Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que Netflix a agité le drapeau rouge en disant venez pour qu'il y ait de la compétitivité, de la concurrence, et tout le monde a plongé tête baissée, enfin foncé tête baissée. Aujourd'hui, on se rend compte que ah bah tiens, c'est rigolo, ça rapporte pas beaucoup en fait. Effectivement, il y a un modèle à trouver. Alors, on va parler un peu dans le détail maintenant de la façon dont c'est fait, puisque Prime Video a opté pour une technique, on va dire, un peu différente de ce qu'a fait Netflix et Disney Plus avant, pour nous mettre de la pub. Cette fois, la pub, elle est imposée par défaut. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à Prime Video, vous avez sûrement vu ce petit message, ou alors si vous n'avez pas connecté depuis une semaine, vous allez le voir à votre prochaine connexion. Vous avez un petit message qui vous dit, bah voilà, maintenant, ça y est, on a mis de la pub pour votre abonnement. Dans tous les cas, vous avez de la pub, sauf si vous payez en plus. Donc, c'est une logique un peu différente, puisque Netflix et Disney Plus avaient, eux, mis en place des abonnements spécifiques, distinguer une offre sans pub. Si on était abonné avant, on conservait son offre jusqu'à ce que nos offres disparaissent petit à petit. Bon, ça, c'est une autre technique. Et donc, pour enlever sur Prime Video cette pub, il faut payer un supplément, 2 € par mois. Il faut s'upgrader, en fait, plutôt que se downgrader. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, cette approche? C'est une bonne stratégie ou au fond, c'est de la pub et ça change pas grand-chose? La pub, c'est de la pub. C'est une excellente stratégie, en tout cas pour Prime Video, parce que comme tu l'as dit, Prime Video est a une multitude de services, la livraison, le Prime Gaming, énormément de choses. Donc effectivement, c'était compliqué de dire à des gens qui prennent Prime juste pour la livraison de leur achat plus rapidement, de dire en fait on va augmenter Prime parce que dans Prime, il y a Prime Video qui prend de la pub, etc., etc. Donc c'est une façon de ne pas, comme YouTube, d'ailleurs YouTube le fait de la même manière, il y a YouTube Premium qui permet de se passer des pubs, et c'est une façon de ne pas diviser son audience et de garder effectivement cette masse. Alors effectivement les chiffres sont pas précis, mais cette masse, on va dire, de 200 millions, 220 millions d'utilisateurs, et de ne pas la diviser, et d'avoir, on va dire, dans ces 220 millions d'utilisateurs, soit ceux qui payent pour effectivement ne pas avoir de pub, et ceux qui ne payent pas, ils génèrent quand même de l'argent par ces revenus publicitaires. Donc effectivement c'est une logique, je trouve, maligne, alors que effectivement s'ils avaient fait des distinguos avec deux abonnements différents, ça aurait créé un clivage, comme ça l'a fait pour Disney+, comme ça l'a fait pour Netflix, avec ceux qui disent attendez, regardez, on paye moins cher mais on a de la pub. Ça crée un clivage de toute façon, cette division. Alors que là, si tu ne la veux pas, tu payes 2 € en plus, la division est moins violente, on va dire, dans l'audimat. En revanche, Nora, ce qui est peut-être un peu violent pour certains, c'est que par contre la pub, on l'a par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Avant, il y a une semaine, on n'avait pas de pub. Maintenant, on a de la pub et il n'y a pas de discussion, quoi. Oui, après, je crois que en 2024, on est habitué à se farcir de la pub tout le temps, parce que on sait très bien quelle est la tranche d'âge qui regarde la télévision en linéaire. Spoiler, c'est des gens qui sont bien plus âgés que nous Un peu sur plus le que plateau. nous, ouais. Voilà, c'est des gens Plutôt nos parents. qui ont plus de 55 ans, plus de 60 ans, sur toutes les chaînes, même des programmes dont on penserait que le public est plutôt jeune, c'est pas vrai en fait. Donc en linéaire, à la télé, où il y a des pubs, rappelons-le quand même, il y a de la pub sur toutes les chaînes de télé, certaines plus que d'autres, certaines sont sur des chaînes privées, d'autres non, mais la pub est une constante. Sur le replay, qui est un mode de consommation qui est quand même aujourd'hui largement adopté par quasiment la totalité de la population. Ma mère regarde des programmes en replay, elle regarde assez peu de linéaire maintenant finalement, mon père aussi. Donc on est habitué. En replay, que ce soit sur TF1, sur 6play, etc., sur Canal, il y a de la pub systématiquement, et depuis le début. C'est-à-dire que, ou presque, moi il me semble que depuis le début de ces applis et ce replay, il y a toujours eu au moins 30-35 secondes de pub minimum. Donc finalement c'est un usage qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose auquel le public est habitué. Donc c'est pas une nouveauté, c'est pas comme si d'un coup ces plateformes imposaient quelque chose auquel personne ne s'attendait déjà et auquel personne n'est habitué. Donc le choc, à mon avis, il est relativement... je dirais pas qu'il fait aucun mal, qu'il est complètement inoffensif. C'est vrai que quand on est habitué à un truc qui nous semble gratuit, parce que tu disais en intro des abonnements qui nous offrent. Il faut rappeler qu'on a quand même payé, on n'est pas sur du téléchargement illégal, on n'est pas sur une plateforme gratuite. Donc déjà, on payait. Bon, on payait, et là on se dit ah bah non, mais je paye, pourquoi j'ai de la pub? Parce qu'en fait, même quand tu payes d'autres choses, tu as de la pub quand même. C'est vrai qu'on est habitué peut-être avec la télé, nous qui avons grandi avec la télévision, des chaînes gratuites finalement. TF1, c'est privé, c'est gratuit, c'est nous le produit parce qu'il y a de la pub. Là, c'est pareil en fait. Le paradigme ne change pas. On a peut-être pensé que le paradigme changerait finalement. C'est peut-être ça la différence. On s'est peut-être dit on a vécu l'ère de la pub, maintenant Netflix arrive, on va vivre l'ère de l'abonnement, qui du coup, puisqu'on paye une fois, il n'y a pas de raison qu'on ait de la pub derrière. Et puis encore une fois, l'un des sites les plus populaires au monde, c'est YouTube. Et il y a des 15 secondes et des 30 secondes avant tes vidéos, en fait. Et pendant, etc. Et les gens sont habitués à ça. Et quand on leur dit, en fait, il y a YouTube Premium, tu peux payer 24 € ou 7 € pour enlever la pub. Tu vois, ça existe déjà, ce format-là, effectivement. Donc en fait, que ce soit dans Instagram, dans ton feed TikTok, dans ton feed Instagram, ou dans le métro, dans machin, tu te bouffes de la pub en permanence. Donc comme tu l'as dit, effectivement...
c'est doucement, on revient doucement à une logique peut-être celle de nos parents De qui avaient télé à l'habitude d'avoir de la pub télé à à la l'ancienne, télévision. Et je peut-être, voudrais juste ouais. ajouter quelque Mmh. chose sur ce que tu dis très justement sur YouTube. La très jeune génération est habituée à regarder vraiment YouTube, TikTok, etc., Insta, Ouais, Snap. c'est vrai. Bon, il y a de la pub sur quasiment tous ces réseaux sociaux et ces plateformes de contenu. Aujourd'hui, ça les choque pas. En revanche, la différence, c'est que d'une part, la pub nous rappelle que c'est nous le produit, Oui. finalement. Enfin, ça nous rappelle vraiment qu'on n'est pas sur des bons samaritains qui nous donneraient ou qui nous offriraient contre 10 € par mois des séries, des émissions ou du football comme sur Prime ou sur Canal. Ça nous rappelle quand même que c'est un échange marchand et ça nous rappelle surtout, ou alors aussi, que c'est nos données qui les intéressent. Parce que la différence avec les publicités de la télé linéaire, c'est que les algorithmes savent ce C'est qu'on beaucoup plus regarde ciblé. et nous ciblent. Et moi, en revanche, sur ces nouveautés, ça m'inquiète à ce niveau-là, en fait, sur les datas récoltées qui ciblent notamment les très jeunes, Ouais. avec des pubs sur des choses qui devraient pour moi être interdites comme les paris sportifs. Ouais. Et on le sait, ça, pour le coup, ça, c'est ça qui m'inquiète. En fait, c'est vraiment le contenu. Quelles pubs sont montrées à quel public? Oui, parce qu'on sait que c'est très régulé effectivement à la télévision. En revanche, sur les plateformes de streaming, on est encore un petit peu dans un flou. A priori, on est en France, en Europe, il y aura sûrement une loi pour réguler tout ça dans quelques temps. On va parler prix, parce que c'est aussi important quand on parle des abonnements. Donc, je le disais, enlever la pub sur Prime, ça va coûter 2 € par mois, soit 24 € par an. C'est un budget quand même, sachant qu'on paye en plus cet abonnement, donc il y a à peu près 6 € par mois ou 70 € par an si on prend la formule annuelle. Mais ça reste quand même moins cher que ce que font la concurrence. Hein. Netflix, par exemple, je commence par Disney+, qui est le plus bas. Pour supprimer la pub sur Disney+, il faut payer 3 €. Pour Netflix, là par contre, l'abonnement sans pub et l'abonnement avec pub, la différence la moins chère, c'est 7,50 €. Donc en fait, quand on compare, on relativise peut-être ce que nous impose aujourd'hui Amazon. C'est finalement presque une bonne affaire. $1. Ouais, le bon plan. Oui, ouais, non, ils sont sur un positionnement qui est malin et qui, encore une fois, montre la force de Prime dans le game, on va dire, des plateformes de streaming, qui est que c'est pas leur cœur de métier. Ils peuvent se permettre de mettre 2 € parce que à côté, ils ont un monopole de la livraison de trucs à domicile. Et d'ailleurs, c'est un peu le même cas d'Apple, qui effectivement, c'est pas leur cœur de métier, donc ils peuvent se permettre. Netflix et Disney+, est un peu plus dans la panade que Prime Video à ce niveau-là. C'est que eux, c'est vraiment c'est le divertissement, donc ils ont besoin que Disney+ fonctionne. Prime Video, ils ont d'autres secteurs qui peuvent absorber ce petit geste, on va dire, d'être moins cher que les autres. On parlait aussi de temps de pub et ce qui reste dans ces pubs. Là encore, c'est un peu moins que ce que les autres vont faire, puisqu'on parle de 2 à 3 minutes de pub par heure sur Prime. C'est un peu plus de 4 minutes sur Netflix aujourd'hui. Au début. Je pense que évidemment, ça va progresser. C'est comme les prix, ça finit toujours par augmenter. Et si tu parlais de la télé linéaire tout à l'heure, la télé linéaire, c'est en moyenne 9 à 12 minutes de pub par heure. Donc on est quand même très loin finalement de ce qui se fait aujourd'hui. Et encore une fois, ça nous paraît, nous, parfois un peu violent parce qu'on a été mal habitués peut-être pendant 10 ans, mais on reste encore très en deçà des standards de pub qu'on a connus pendant des années. Oui, comme on le dit tout à l'heure, autant notre génération à nous qui avons grandi avec la télé linéaire, donc qui se farcissait des coupures pub très longues sur toutes les chaînes, hein, finalement, ou bien la jeune génération qui est sur YouTube et qui se farcit des pubs avant, pendant, après, qui consomme des contenus très très longs, sur YouTube notamment, et pour qui la pub est une évidence, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est étonnant. Donc après, je ne sais pas je ne sais pas, est-ce que tu as la réponse? Est-ce que ces coupures pub de ces plateformes de streaming vont être les mêmes dans tous les pays du monde? Ça, que c'est une bonne question. Aux États-Unis, en fait, quand on regarde les séries américaines, quand on les téléchargeait, on avait les fondus au noir, et Oui, ça veut on dire que voyait c'est une très pub. bien Donc, que- on voyait la différence entre les coupures pub en France et celles dans le pays d'origine, notamment les États-Unis, où il y a de la pub tout le temps. Ouais, toutes Donc les c'est 10 pareil, minutes, cette hein. génération qui a grandi avec la télé aussi aux États-Unis, que ce soit le network ou le câble, eh bien, c'est des gens qui sont habitués à encore plus de pubs que nous, donc qui vont pas être étonnés ou peut-être être contents d'avoir aussi peu de pubs si jamais les standards sont les mêmes dans tous les pays du monde. En tout cas, moi, j'ai un doute, en revanche, sur qui va payer pour avoir moins de pubs. Je pense que personne ne va payer pour avoir moins de pubs. Même quand le prix n'est pas aussi dissuasif, avec des 4, 5, 6 €, etc., même si c'est 2 €, 2 €, c'est énorme. Ouais. C'est on n'est pas reste une beaucoup, nation de riches, hein, donc Ouais. et puis vu qu'on est habitué à ça, pourquoi payer pour l'enlever, quoi? Oui, puis il y avait cette blague effectivement aux États-Unis qui est que en fait les séries et les films
sont surtout là pour vendre de la pub. Parce que quand tu regardes Ouais. des films de 2 heures, tu as souvent, effectivement, Bah, c'est le quasiment le principe même temps de pub. Non, mais c'est c'est le vrai que- principe du soap, hein. Ouais, c'est ça, Le soap a été exactement. créé pour vendre littéralement Exactement. de la lessive aux ménagères qui regardaient les séries, quoi. Mais tu soulèves effectivement un point intéressant sur la construction aussi des séries quelque part, puisque les séries du câble ou de la télé américaine étaient conçues pour les Mmh. plages de pub. Et effectivement, il y avait ces fondus au noir. Les séries étaient écrites. On savait que toutes les 7 minutes, par exemple, il fallait une page de pub. Donc, on n'était pas surpris. Quelque chose là, aujourd'hui, quand on regarde Netflix, Disney+, ou Prime maintenant, la pub, elle peut tomber un peu n'importe quand aussi. Elle peut tomber au milieu d'une séquence, etc. C'est pas forcément pensé pour la pub. Donc, peut-être que ça va aussi amener les plateformes à revoir leur façon de dire, bah tiens, si on doit avoir 3 minutes de pub par heure, Mmh. la pub, vaut mieux la mettre à tel et tel endroit. Peut-être qu'ils vont revenir encore une fois à un principe de chaîne linéaire de C'est dire, vrai qu'on regarde le replay, il y a des cuts complètement absurdes. Alors moi, je pense plutôt à des émissions de ouais, télé-réalité ça ou c'est des pareil, émissions, effectivement. comme ça, Ils n'ont rien à voir lifestyle, avec les où vraiment au placements. milieu d'une phrase, parfois, il y a enfin, je pense vraiment à des émissions, koh Top Chef, etc., où il y a des Exactement, ouais. coupures, mais n'importe comment. C'est le logiciel qui a décidé qu'il y en avait une là, parce qu'effectivement, c'est une question de timing. Donc oui, peut-être, tu as raison, peut-être que les séries vont commencer à être écrites pour des plateformes en fonction de ces Mmh. coupures pub. Alors après, bon courage aux scénaristes, Oui. hein, Ouais. Le bon vieux retour du fondu au noir nous attend peut-être. Ça, c'était pour parler de la pub. Il y avait un autre sujet qui nous intéressait aujourd'hui sur ce serrage de vis, puisque eh bien, Disney+ se lance dans la chasse au partage de comptes. Ça y est, on a la date pour la France. On savait qu'ils allaient le faire. Il nous manquait la date. La date, ce sera donc en juin pour nous. C'est déjà le cas aux États-Unis. Netflix l'a fait depuis plus d'un an maintenant. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que si vous grattez aujourd'hui un compte Disney+ ou vous êtes sur le compte de, vos parents qui habitent ailleurs, d'un ami qui habite pas avec vous, eh bien, ça ne marchera plus. Dans 2 mois, vous aurez un petit message pour vous dire: «Vous n'êtes pas dans le foyer titulaire de ce compte, veuillez vous reconnecter». Là encore, on imagine que c'est un changement motivé. Tu parlais de Disney+ qui va pas très, très bien, que Disney globalement va pas très, très Ouais. bien, qui sont dans la tourmente depuis quelques mois maintenant. Il y a une logique économique forcément derrière ça. Bah, évidemment, ça en fait, c'est un package. Tu peux pas avoir effectivement la pub d'un côté et ne pas avoir la restriction, de compte de l'autre. Au début, ils avaient dit effectivement: «On ouvre les vannes, tout le monde on est copains avec tout le monde». C'est comme Netflix passe, sharing is love, Mmh. donc c'était genre voilà, on ouvre, tout le monde peut venir et maintenant que tout le monde est bien bloqué avec son abonnement, hop, captifs, Ouais. ouais. on est captif. Maintenant, personne ne sort. Maintenant, on va rehausser le prix de tout le monde. Et du coup, là, effectivement, vous ne pouvez plus partager. Donc, c'est une logique industrielle. Ça peut paraître un petit peu brutal, mais tout le monde le fait dans tous les secteurs. Et là, on le voit dans le streaming. On l'avait dit dans une autre émission avant, mais l'ère du cheap streaming, elle est terminée. Ouais. Et maintenant, comme tu l'as dit, le streaming doit trouver ce modèle, doit arriver à une balance qui est, même industriellement parlant, on va dire, logique, Mmh. qui est de simplement équilibrer ses dépenses et ses gains. Il y a un Et ça côté rentre là-dedans, un peu dealer, hein. On vous fait goûter un produit, Ouais, puis Une on vous relation rend toxique. accro. Mais ce que tu dis ouais. exactement sur sharing is love ou sharing is caring, c'est Ouais. ah, tout le monde ensemble, on peut partager. Et en fait, on vous ferme la porte au nez, puis vous pouvez pas vous barrer. Vous êtes Ouais. accro à Netflix, vous savez pas quoi faire d'autre devant votre télé, vous êtes là, mais qu'est-ce que je vais regarder enfin. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant générationnellement parlant, j'y reviens encore, mais nous on a téléchargé un peu n'importe comment, en pensant que c'était gratuit, que c'était pas grave, Ouais. etc. Je pense Pas qu'il y a- gratuit. Quoi Quoi? On m'a menti. Comment ça? Non, mais c'est vrai qu'on est une génération, où pas mal d'entre nous savent comment s'y prendre pour regarder illégalement des contenus. La jeune génération, moi je le remarque, hein, c'est beaucoup moins le faire. Donc il y a des gens qui vont recommencer à télécharger illégalement, à streamer illégalement. Des gens qui ne savent pas le faire ou qui ne voudront pas le faire. Ça va créer encore une fois aussi un deux poids, deux mesures. Ouais. Est-ce que ceux ça qui va peuvent et bénéficier ceux aux qui peuvent pas. plateformes? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui serait bien, parce qu'on n'est pas en train de chouiner sur les multinationales qui perdent de l'argent. Disney, ils vont pas bien, mais je veux dire, Disney, ils ont plus d'argent sur leur compte en banque que moi. Ça ira. Bon, je ne suis pas une entreprise privée, c'est vrai. Mais Disney, ça va quand même. La vie va bien. Les actionnaires sont Ils s'en contents. remettront. Je crois Ouais, qu'ils s'en remettront. Ça devrait aller. En revanche, ce qui serait bien, c'est de redistribuer les revenus correctement aux personnes qui créent Qui créent, vraiment, qui travaillent, d'où la travaillent, grève de l'année dernière. voilà, qui etc. créent ces séries, notamment les scénaristes. Effectivement, alors si on veut terminer sur une note un peu positive, on peut dire quand même que Netflix, cette stratégie de la fin du partage de compte, elle a fait grimper en flèche le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que les gens qui se sont fait retirer leur partage de compte sont quand même dit ah Netflix c'est quand même bien, j'ai envie de rester. Dealer. Voilà. Ouais, Donc il y a ouais, quand même, c'est la preuve quand même que les gens ont un peu quand même envie de payer quand même parfois pour ces contenus. On va quand même dire que c'est une bonne chose puisque mieux vaut payer quand même quand on regarde quelque chose parce qu'il y a des gens comme tu disais
qui font ces séries, qui font ces films qu'on aime regarder. En tout cas, ce débat, il n'est pas fini. On l'a dit, il y aura d'autres plateformes qui vont s'y mettre. Peut-être Apple un jour. Voilà, Apple est encore le dernier temple où il n'y a pas de publicité, où l'abonnement est encore pas Ouais. trop cher. Mais Apple a annoncé qu'effectivement ils allaient voilà, faire un truc. Et Il y a une rumeur qui dit que Apple TV Plus doucement va également se mettre à la il pub. y a moyen que ça arrive donc un voilà. jour. Donc, pense que malheureusement, on en la même reparlera à cette L'appât du gain. occasion. Ouais. On essaiera de faire une émission spéciale ces plateformes où il n'y a pas de pub. On va essayer d'en trouver. Il y en a sûrement. En attendant, eh bien, on va parler des séries de la semaine. Vous les attendez chaque semaine, c'est les recos séries de nos invités. Ils voient tout, mais absolument tout, ce qui se passe sur les plateformes de streaming et ils ne gardent que le meilleur pour vous. 2 séries cette semaine de très grande qualité et je commence avec toi Nora, puisque tu as un vrai coup de cœur pour une série qui vient de se terminer. La diffusion linéaire, on va dire, vient de se terminer, mais c'est accessible, c'est sur arte.tv. Ça s'appelle Samuel. C'est une pépite. Il y a déjà des millions de vues, mais encore plein de gens qui ne connaissent pas. Donc, je fais la pub pour cette série. Voilà, je fais la pub, moi. Vous allez avoir 1 minute de publicité. Hein, vous n'avez pas payé, mais c'est pareil. C'est une série d'animation. Samuel, Samuel. C'est un petit garçon de 10 ans qui tient un journal et raconte sa vie à l'école, ses potes, la méchante fille du lycée, la grande Julie dont il est amoureuse, la descente de la mort avec son meilleur ami, la pluie, les profs, etc. C'est une série qui est drôle, qui est touchante, avec des scènes de danse. Si vous aimez la danse, si vous aimez le karaoké, vous allez être servi à une bande-son qui d'ailleurs, Arte a fait une playlist sur Ouais. Spotify avec tous les titres. Il y a plein de titres, puis il y en a pour toutes les générations. Si vous avez grandi dans les années 90 comme moi, il y a quelques clins d'œil aux années 90, mais tout le monde peut regarder, personne ne se sentira en Oui, mode... c'est pas un enfant des années 2020. Non. C'est une série qui est C'est plutôt années liée à 90, sa créatrice mais c'est d'ailleurs. quand même des petits easter eggs comme on dit, donc c'est pas du tout inaccessible, c'est pas du tout un truc où il faut avoir la ref pour comprendre ou pour se sentir vraiment légitime à la regarder. C'est Émilie Tronche qui fait cette série, et je dis elle la fabrique parce que c'est elle qui fait l'animation, c'est elle qui C'est une dessine. série animée, on avait C'est une précisé. série qui animée, est oui, bien sûr. presque dessinée, on va dire, Oui, plus il y a un qu'animée. côté faussement simpliste Oui. dans le trait, mais c'est hyper vivant. Et donc Émilie Tronche, elle dessine, elle anime, elle réalise et elle fait les voix. Et oui, elle fait toutes les voix. Et c'est fabuleux. Et il y a quelques scènes avec... il y a une scène de chorale notamment, et c'est des enfants qui ont chanté. Mais sinon, c'est elle qui fait toutes les voix. Et moi, vraiment, c'est mon énorme coup de cœur de l'année. Samuel, donc sur Arte, sur le YouTube d'Arte, sur les plateformes... Instagram d'Arte, Sur TikTok aussi, d'Arte, effectivement, parce enfin qu'il y a des petits clips inédits. il y a qui des sont inédits diffusés. sur TikTok. Ouais. Ça a l'air trop bien. Voilà, on va pas en dire beaucoup plus, juste que donc Samuel, c'est à voir donc sur arte.tv. Il y a 21 épisodes de 3-4 minutes. Ouais. Donc c'est à peu près 1 heure de visionnage. Hein. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est très très beau. Moi, je vous la conseille aussi, mais je vais pas en rajouter puisque voilà, petit teasing, on va en reparler très vite de cette série dans l'épisode suivant. Vous saurez tout sur Samuel. Je n'en dis pas plus. Il faudra rester à l'écoute. Thibaut, toi, tu as choisi une autre série qui n'a rien à voir avec Samuel, qui n'est pas une série On chante pas touchante. beaucoup. Il n'y a pas de chorale, il n'y a pas d'enfants très heureux ou qui ont des problèmes de cœur. Ouais, non, non. Ça s'appelle Devs, c'est ça? Je sais pas trop comment Exactement. prononcer. Devs, non, Devs, on va Devs, dire Devs. D-E-V-S, voilà, ça s'écrit Voilà, comme ça. VS. C'est une série qui n'est pas récente, qui est sortie en 2020. Exactement, c'est une série d'anticipation sortie en 2020 d'Alex Garland. Pourquoi? C'est pour ça effectivement que j'en parle, puisqu'aujourd'hui sort au cinéma Civil War, le dernier film d'Alex Tout à Garland. fait. Alex Garland, voilà, c'est réalisateur, auteur de Ex Machina, de Annihilation, de Men, scénariste de 28 jours plus tard, etc., etc. Et donc en 2020, Alex Garland, qui est plutôt d'habitude au cinéma, se lance dans cette mini-série Devs qui raconte l'histoire de Lily, une informaticienne qui travaille pour une grande entreprise high-tech, qui possède cette entreprise-là, une branche de développement un peu mystérieuse qui s'appelle justement Devs, qui est à l'écart, qui est en vase clos. Et Lily va se retrouver plongée dans une enquête assez tortueuse, assez sombre, le jour où justement son petit ami, qui avait commencé justement à travailler pour cette branche mystérieuse, se suicide supposément, et elle va découvrir que derrière ce suicide supposé se cache plein de mystères. C'est une création, je dirais, comment définir Devs? C'est une création purement, effectivement, une pure création d'Alex Garland, c'est-à-dire que c'est de l'anticipation, donc c'est ce futur proche assez excitant. On parle de technologie, on parle surtout d'humain, parce qu'Alex Garland, c'est quelqu'un qui adore parler, on va dire, de ce que j'appelle moi qu'est-ce que c'est l'humain, qu'est-ce qui fait l'humain, et même au-delà de ça, qu'est-ce qui fait la machine humaine. Dans Ex Machina, il posait cette question de l'âme. Dans Annihilation, il posait cette même question, mais on va dire, il enlevait à l'humain toute cette esthétique, tout ce corps, pour vraiment, encore une fois, brouiller les contours de l'humanité, pour dire qu'est-ce qui est l'humain derrière
on va dire l'esthétique Mhm. humaine. Et là, dans Devs, on va même plus loin parce qu'on va dans la psyché même des personnages et il pose la question de qu'est-ce que le libre arbitre? Qu'est-ce que Ok. sont les souvenirs? Qu'est-ce que sont ces choses, ces fils invisibles qui nous tirent? Et est-ce que ces fils invisibles qui nous tirent font de nous des humains? Ou est-ce qu'on est bien plus que ça? Donc c'est une série qui est assez, je dirais, qui est assez exigeante. Je sais pas ce que tu en penses. On va dire, qui se mérite un petit peu parce qu'elle donne peu de choses dans les premiers épisodes. Ouais. Mais par contre, une fois qu'elle se déploie, c'est un bonheur. C'est en 8 épisodes, hein, c'est ça. Et c'est assez, voilà, c'est en 8 épisodes et c'est assez effectivement agrippant. Et surtout, c'est aussi l'occasion de voir Nick Offerman. Pour les avant- sériphiles. Voilà, pour voir le Nick Offerman, donc le Ron Swanson d'Arrested Development. Parks and Avant Rec, The- Parks and Parks and Rec. Rec. Park and Rec, pardon. Avant The Last of Us, c'était le premier rôle ou l'un des premiers rôles dramatiques, on va dire, de Nick Offerman. Et il est vraiment méconnaissable. Et c'est une série qui est fascinante parce qu'elle raconte, parce qu'elle creuse en termes de thématiques. Et même visuellement, c'est un plaisir des rétines. Simplement. C'est assez cruel comme série. Hein. Et c'est vrai pas que du c'est tout assez une cruel. série feel good. C'est vrai que Les films d'Alex Garland Mais, sont ouais. rarement des films feel good. les tréfonds de l'égoïsme, de l'individualisme humain. Mais moi, j'avais adoré cette Ouais. série, donc merci d'en parler Et elle aujourd'hui. laisse parce une que- marque vraiment, je trouve. Ah. C'est le genre de série effectivement qui est peut-être pas forcément super agréable, mais qui reste avec vous après Et aller les années. jusqu'au bout. Voilà, surtout. Vraiment. Ne lâchez On ne dit pas. pas pourquoi, mais aller jusqu'au bout. Bah, une double recommandation, voilà. Alors avec effectivement, elle n'a qu'un inconvénient. Cette série, c'est qu'elle n'est pas en ce moment sur une plateforme de streaming. Voilà, elle est un peu introuvable. Voilà, ça fait partie. Oui, c'était Canal+ qui l'a diffusé, Canal+, il me semble, diffusé à à l'époque, l'époque. ouais. Donc s'il y a des responsables de plateformes qui nous écoutent, peut-être acheter les droits de Devs. Après, il c'est y a une série peut-être un- FX, donc tu peux te dire que peut-être que Disney Peut-être que pourrait Disney+, se bouger. effectivement, pour, voilà, Disney+, avoir, ramenez-nous Devs, on veut regarder Devs en France. Voilà. Sinon, tu disais, il y a ceux qui savent contourner Ils savent avec un comment VPN. faire Avec pour un regarder, VPN, voilà, voilà, c'est possible. on Un peut. outil voilà, il faut payer un VPN pour l'avoir. Sinon, peut-être dans quelques mois, sait-on jamais, il y a des séries qui disparaissent et qui reviennent comme ça en France sur les plateformes. Merci à tous les deux pour ces recos et pour Merci à toi. ce débat passionnant. Donc on aura l'occasion d'en reparler et restez à l'écoute pour Samuel, je le redis. On va en parler dans pas longtemps dans l'épisode suivant. Merci Nora, merci Thibaut. Vous pouvez évidemment revoir cette émission si vous avez raté un morceau, vous êtes arrivé en cours. Il n'y a pas de pub. En plus, pendant l'émission, il n'y a pas de pub. Voilà, on est 26 minutes d'un coup. C'est à voir sur YouTube, c'est à voir sur le site de Tech Co, c'est à voir en replay partout, en podcast aussi sur les plateformes de streaming, type Spotify, etc. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.